Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre au titre un peu bulldozer, on va dire. La prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes. Ah oui, on peut le dire, Et de prime abord, on pourrait s'attendre au énième guide rempli de techniques de vente un peu agressives, mais en réalité, c'est tout le contraire. complètement. La thèse centrale est à la fois simple et, je trouve, assez radicale. Holmes nous dit en substance, arrêtez de courir après la nouveauté. La maîtrise, c'est pas d'apprendre 4000 trucs différents, non. Mais d'en maîtriser une douzaine et de les répéter 4000 fois jusqu'à ce que ça devienne des réflexes. C'est exactement ça. Et le fil conducteur de tout le livre, c'est ce qu'il appelle une discipline et une détermination sans faille. Son argument, c'est que la plupart des entreprises échouent pas par manque de bonnes idées. Ah non. Non, au contraire, parce qu'elles en ont trop. Elles lancent une initiative en janvier, une autre en mars, encore une autre en juin, et au final, rien n'est jamais vraiment maîtrisé. On papillonne en fait. Voilà, c'est ça. Il dit choisissez quelques leviers fondamentaux et ne les lâchez plus. C'est là que la vraie transformation opère. Et pour illustrer cette idée de répétition, il utilise une anecdote personnelle que j'ai trouvée géniale. C'est l'histoire de son apprentissage du karaté quand il était ado. Ah oui, le ballon au plafond. Exactement. Il a accroché un ballon au plafond de sa chambre et son seul exercice, c'était de le frapper puis de bloquer son retour. C'est tout. Et au début, c'était un désastre complet. Le ballon revenait systématiquement lui cogner le visage. Il décrit des semaines d'échecs, de frustration, quoi. J'imagine. C'est là que la plupart des gens et des entreprises auraient abandonné. Bah oui. Ils se seraient dit, bon, cette technique marche pas, on essaye autre chose. Lui, non. Il a continué. Et après 6 mois d'entraînement quotidien, il s'est passé un truc presque magique. C'est-à-dire, Son corps a commencé à réagir avant même que son cerveau n'analyse la trajectoire. Le blocage était devenu un pur réflexe, une machine. C'est une image incroyable et la leçon pour le monde de l'entreprise est limpide. On abandonne trop tôt. précisément, et cette discipline, elle s'applique pas seulement aux actions, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, à notre état d'esprit. C'est là qu'il aborde un concept neurologique qui peut sembler un peu abstrait au premier abord. Oui, le système d'activation réticulaire, le SAR. Alors là, j'avoue, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Attention, on part dans la pensée magique, la loi de l'attraction ». Et en fait, pas du tout. C'est purement scientifique. Le SAR, c'est une partie de notre cerveau qui agit comme un filtre. On est bombardé d'infos en permanence et ce système décide de ce qui est important pour notre attention consciente. L'exemple classique, c'est la voiture qu'on vient d'acheter et qu'on voit soudain partout. Exactement. Les voitures étaient là avant, mais notre SAR ne les jugeait pas pertinentes. Et là où ça devient un outil de management, c'est que Holmes explique qu'on peut programmer ce filtre. Comment on fait ça? Si on se concentre en permanence sur les problèmes, les obstacles, notre cerveau va devenir expert pour ne voir que ça. On se crée une réalité où tout est compliqué. D'accord. À l'inverse, si on se force par la répétition à se focaliser sur les objectifs, les solutions, notre cerveau va se mettre à chasser les opportunités. Il faut se faire des affirmations, mais au présent. Pas « je serai un succès », mais « je suis un succès ». Le cerveau cherche alors à prouver cette nouvelle réalité. Voilà. Il cherche des preuves, il nous pousse à agir pour que ça devienne vrai. C'est un changement de filtre qui transforme tout. Alors en parlant de transformation, on arrive à une idée qui m'a vraiment interpellée parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on apprend sur la vente. Ah, je vois où tu veux en venir. Holmes nous dit carrément d'arrêter de vendre au sens traditionnel et pour expliquer ça, il utilise la pyramide des acheteurs. Oui, c'est une des révélations du livre. Il dit qu'à n'importe quel moment, sur un marché donné, il y a seulement 3% des gens qui sont en mode achat actif. Seulement 3%. Oui. Ensuite, tu as environ 7% qui sont ouverts à l'idée, mais qui cherchent pas activement. Et puis, tu as les 90% restants qui sont ailleurs. Et le constat est brutal. La quasi-totalité des efforts marketing cible uniquement ces 3% au sommet. On est bombardé de «acheter maintenant», «offres limitées». C'est ça. Les entreprises dépensent une énergie folle à se battre pour une part infime du gâteau en ignorant 97% du marché. Alors que propose-t-il? C'est là qu'il introduit sa stratégie la plus puissante, le marketing basé sur la pédagogie. L'idée, c'est de ne plus chercher à vendre un produit, mais à éduquer l'ensemble du marché. On déplace la conversation. Totalement. Au lieu de parler de toi et de ton produit, tu parles des problèmes du client et tu lui apportes de la valeur, gratuitement. L'exemple qu'il donne est spectaculaire. Le groupe de presse en difficulté. Oui. Leurs vendeurs n'arrivaient plus à avoir de rendez-vous pour vendre de la pub. Le pitch était classique. Bonjour, je voudrais vous présenter nos offres. Et bien sûr, personne n'avait le temps. La porte se fermait direct.
Voilà. Donc, ils ont tout changé. Le nouveau script d'appel, c'était « Bonjour, nous organisons un séminaire gratuit intitulé « Les 5 raisons pour lesquelles les commerces végètent et les 7 moyens de devenir le plus populaire de la ville ». Ça change tout. Ça suscite la curiosité. Le taux de prise de rendez-vous a explosé. Et pendant ces séminaires, pendant 45 minutes, ils ne vendaient rien. Ils donnaient des infos hyper utiles sur la gestion, le marketing. Ils offraient de la valeur, purement et simplement. Ce n'est qu'à la toute fin, dans les 5 dernières minutes, qu'ils glissaient que l'un des 7 moyens, c'était une bonne stratégie publicitaire et que, comme par hasard, leur journal pouvait les y aider. Et là, la dynamique est complètement inversée. Ce n'est plus un vendeur qui pousse, c'est un expert qui propose une solution logique. Il y a une citation de lui que j'adore à ce sujet. Je crois que je sais laquelle. Quand on vend, on met fin à un lien. Alors que lorsqu'on informe les gens, on le crée. C'est brillant. Absolument. En faisant ça, on s'adresse aux 97% du marché qui n'était pas prêt. On construit une relation de confiance. D'accord, donc on éduque le marché. Mais un marché, c'est immense. J'imagine qu'il faut cibler ses efforts. Totalement, c'est la suite logique. La concentration extrême. Plutôt que de s'éparpiller, il préconise de définir une liste de ce qu'il appelle les 100 clients idéaux, les Dream 100. Et il a appliqué ça à lui-même de façon assez folle pour vendre un scénario à Hollywood, alors qu'il ne connaissait personne. Oui, l'histoire est incroyable. Il a acheté un magazine qui listait les 100 personnes les plus puissantes d'Hollywood. Et il s'est dit, voilà la liste. Et il les a contactés un par un. Un par un, de manière acharnée. Pas juste un email, des lettres, des colis. Il a essuyé 38 refus nets. 38 ! La plupart des gens auraient abandonné 10 fois. Mais il a continué. Et un jour, le 39e, qui était l'agent musical le plus influent de l'époque, l'a appelé en personne, en larmes, bouleversé par le scénario. Et il l'a vendu à Warner Bros. La concentration a payé. Mais pour viser de tels clients, il faut une équipe d'élite. Et sa méthode pour les recruter, elle est, disons, particulière. Oui, il les appelle les champions. Et sa philosophie, c'est de ne pas recruter des gens sympas, mais des gens avec un ego fort, une dominance élevée, des gagneurs. Et la technique d'entretien qu'il propose pour les trouver est... Assez brutale. Elle est redoutable. Il conseille de commencer l'entretien en disant au candidat « Merci d'être venu, mais après avoir revu votre CV, je ne pense pas que vous ayez le profil. » Et ensuite, silence. Oula, ça doit être un grand moment de solitude pour le candidat. Pour un candidat moyen, oui, il va être déstabilisé, s'excuser, mais un champion, lui, va être piqué au vif. Son ego va prendre le dessus et il va dire « Attendez une minute, je suis pas d'accord. Voilà pourquoi vous vous trompez » et il va se vendre avec acharnement. C'est quand même un pari risqué. On ne risque pas de créer une culture d'entreprise toxique avec ça? C'est le vrai danger, et c'est une critique légitime. Le but n'est pas de recruter des gens arrogants, mais de tester la résilience face au rejet. Pour un commercial, entendre non, c'est le quotidien. D'accord, c'est un test de résilience en fait. Voilà. Mais t'as raison, ça doit être contrebalancé par une culture d'entreprise très forte. Sinon, ça peut vite devenir un cauchemar à gérer. Donc, si on résume, on a le bon état d'esprit, la stratégie pédagogique, la liste de clients idéaux et une équipe de champions. Est-ce que ça suffit? Pas encore. Il manque le dernier pilier, les systèmes et les procédures. Pour Holmes, la clé, ce sont des ateliers hebdomadaires. 1 heure chaque semaine pour améliorer une procédure spécifique. Mais ces ateliers, on connaît tout ça. Ça devient pas juste une réunion de plus qui sert à rien. Ça le devient si c'est pas focalisé sur un résultat concret. Il donne l'exemple d'une entreprise de nettoyage de tapis. Le problème, les techniciens ont oublié de proposer les services additionnels. Un manque à gagner énorme, j'imagine. Exactement. Et rien ne marchait. Puis, lors d'un atelier, un employé a eu une idée toute simple. Et si on listait les 6 services additionnels directement sur le bon de commande que le client doit signer? Ah, c'est malin. C'était brillant. Le technicien avait la liste sous les yeux et il était obligé de la parcourir avec le client. Les ventes de services additionnels ont triplé en 1 semaine. Et c'est devenu une procédure standard. Le travail ne fait que commencer, même après la vente. Le suivi est crucial. C'est fondamental. Fidéliser un client coûte 6 fois moins cher qu'en acquérir un nouveau. Le suivi doit être une campagne stratégique, en plusieurs étapes. C'est-à-dire? Ça va au-delà d'une simple lettre de remerciement, bien au-delà. Étape 1, la lettre. Étape 2, un appel. Étape 3, l'envoi d'un article qui pourrait l'intéresser. Étape 4, un petit cadeau. L'objectif, c'est de devenir une ressource si précieuse que le client n'envisagerait même pas d'aller voir ailleurs. En résumé, si on assemble toutes les pièces, cette prodigieuse machine à vendre n'a vraiment rien de magique. C'est le résultat d'une discipline de fer appliquée à une douzaine de domaines clés.
C'est une philosophie du mieux pas plus. La puissance, nous dit Holmes, ne vient pas de la quête de la prochaine idée brillante, mais de la répétition patiente des fondamentaux. C'est comme ça qu'on transforme de simples fils d'idées, En câble d'acier inébranlable. J'aime beaucoup cette image. exactement, des câbles qui structurent le succès de l'entreprise sur le long terme. Et on peut peut-être laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, inspirée de cette métaphore. Au-delà des grandes stratégies, la question à se poser, c'est quel est ce simple fil dans notre travail quotidien? Cette petite action qui, si elle était répétée et améliorée chaque jour, pourrait devenir notre propre câble d'acier. Quel est le ballon qu'on devrait accrocher au plafond de notre bureau? C'est exactement ça. Quel est le ballon qu'on devrait maîtriser encore et encore jusqu'à ce que ça devienne un réflexe?